La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez! L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de 9-2 Aparté, l'émission 100% sport de Radio Grand Lac. 9-2 Aparté, c'est l'émission sport qui parle de toute l'actualité sportive savoyarde et aux Savoyardes. Écoutez, je suis très content de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle émission et comme d'habitude, je suis accompagné de ma co-animatrice Laurine. Comment ça va aujourd'hui ? Mais ça va très bien et toi ? Très bien, écoute, soirée agitée, mouvementée, mais on fait avec et on va passer une belle émission. Pour ça, par contre, j'en suis persuadé. Justine également est avec nous ce soir, comment tu vas ? Ben ça va, je suis ravie de retrouver le plateau aujourd'hui. Oui, toi tu nous as pas lâché ces deux dernières émissions, t'étais bien avec nous à chaque fois, donc toujours un plaisir d'être avec toi pour faire venir Driss. Et également tu nous accompagnes ce soir, tu vas bien ? Ça va super, bonjour à tous, un beau petit programme aujourd'hui encore, donc c'est super. Exactement, justement le programme j'y vient. Ce soir on va parler tout d'abord avec une page de sport adapté de la journée régionale de parafutsal adaptée à la mode Servolex. Ensuite on poursuivra avec un peu de biathlon et on aura notamment le coach principal du ski club de Pessay-Valandry qui sera là avec nous pour parler de son club et de l'équipe de France de biathlon notamment. Et pour finir, comme d'habitude, on écoutera les chroniques de Justine et de Driss qui vont nous partager les dernières actualités sportives savoyardes et les rendez-vous à ne pas manquer surtout. Voilà, le décor il est planté et comme je viens de le dire, on va débuter avec cette belle journée de sport adapté et plus précisément de futsal qui aura lieu dimanche 25 février prochain. Pour cela, qui de mieux pour nous en parler que Sophie Hauser, dirigeante de l'équipe sport adapté de l'Union sportive Motrennes. Bonsoir Sophie, comment vous allez ? Bonsoir à tous, ça va très bien, impeccable, contente de vous retrouver. Ben nous aussi, écoutez, ça fait super plaisir de parler de ce type d'initiative extrêmement positive et puis locale surtout. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous recevoir. Et puis vous n'êtes pas seul à nous accompagner. Également Jérôme Collin-Roussillon, le président de l'USM. Bonsoir Jérôme. Bonsoir, ravi d'être avec vous. Merci d'être avec nous. J'espère que vous allez bien. Et puis on va également vous écouter sur la visée que vous allez avoir sur votre club et pour nous parler un petit peu de l'histoire de ce joli club de la mode Servolex. Et puis enfin on a également Maëva Guillamin qui est avec nous, conseillère au comité départemental de sport adapté de Savoie à Chambéry. Bonsoir Maëva, vous allez bien ? Bonsoir, très bien et vous ? Merci, c'est gentil. Écoutez, ça va. Et surtout, là, on a plein de choses à se raconter sur cette journée de para-futsal adapté. Pour commencer, j'aimerais poser la question à Sophie. L'histoire un petit peu de ce club de l'Union sportive Motrennes, qu'est-ce que c'est ? Et l'histoire justement au départ de la section sport adapté, comment ça commence ? Alors, je vais plus donner la parole à Jérôme parce que c'est Jérôme qui était à l'initiative de cette section. Moi, je suis venue dans un deuxième temps, mais en tous les cas, c'est Jérôme qui a eu cette idée magique et qui a mis en œuvre en fait cette section. Bien sûr. L'idée première, c'était de pouvoir proposer cette pratique à un ensemble de publics, donc notamment chez les petits sur le foot féminin. Donc ça, on le fait depuis 1941. Donc le club a fêté ses 80 ans donc en 2021 et lors du Covid en fait en 2020 je suis arrivé au club et puis j'avais déjà donc créé cette pratique donc au niveau du basket au Chambéry Basket Club et donc naturellement je voulais avoir cette possibilité de pouvoir créer cette section sur le foot et plus particulièrement sur le futsal où on est les seuls sur la région à le proposer en futsal. Donc on a démarré donc avec l'aide de Maëva donc sur la période donc c'était pendant la période du Covid donc en 2000 avec un joueur. Donc il fallait absolument avoir un joueur pour pouvoir créer la section, ce qui a été le cas. Puis aujourd'hui on se retrouve donc avec 18 joueurs et joueuses qui va de 16 à 51 ans exactement. Donc on propose un créneau par semaine, donc le mercredi entre 18h30 et 20h à la salle au gymnase donc de Coubertin à la mode Servolex. Et donc cette année, on a la chance de pouvoir organiser donc le tournoi futsal régional donc sur notre secteur donc à la halle olympique c'est la halle Parpillon de la mode Servolex où on va avoir 15 équipes qui vont pouvoir se confronter. D'accord. Bah écoutez, justement, il y a cette journée qui va s'accompagner avec cette section de sport adapté de la mode Servolex. Expliquez-nous un petit peu l'objectif de cette journée de sport adapté, Sophie.
Alors l'objectif principal, c'est de promouvoir donc le sport adapté au niveau régional, de favoriser aussi l'inclusion. On va créer des opportunités de compétition pour les joueurs en situation de handicap. Et en fait, voilà, cet événement, c'est véritablement pour nous une célébration. C'est la célébration de l'inclusion, la passion du sport. Voilà, on a des joueurs en situation de handicap qui vont pouvoir s'exprimer pleinement sur le terrain. Et pour notre plus grande joie, voilà. Exactement. Je crois qu'il y a 15 équipes justement qui sont engagées dans ce tournoi. Ce tournoi justement, comment est-ce qu'il va s'organiser ? Ça se passe comment ? Alors là, on va organiser le tournoi. Donc la formule, elle va être sur 3 niveaux de pratique, puisqu'on a des joueurs qui sont quand même de très bons joueurs de futsal, donc qui sont engagés sur des tournois régionaux toute l'année, et en sachant qu'on a aussi des débutants. Donc du coup, il fallait pouvoir créer sur le tournoi 3 niveaux de pratique. Donc on aura 3 poules, et puis ça sera sur des matchs secs et puis sur des matchs de classement, tout simplement. D'accord. Alors je me tourne vers. Oui, pardon, je vous ai coupé. Je disais, tout le monde gagne. Ah bah oui, ça c'est l'important, que tout le monde gagne. Voilà. Je me tourne vers vous, Maëva. Quel est l'apport du comité de sport adapté de Savoie dans cette journée ? On est un soutien au niveau du club, donc on fait toute la partie on les aide dans la partie communication, gestion des inscriptions, des licenciés, etc. Et puis on sera présent dimanche pour accompagner tout au long de la journée. Parce qu'il me semble que vous n'êtes pas uniquement à l'initiative de cette journée-là. Moi, par exemple, j'ai la connaissance d'un tournoi de tennis qui a lieu régulièrement également à la Mode Servolex. La Mode Servolex, c'est une terre vraiment propice au sport adapté, j'ai l'impression. Effectivement, sur la Mode Servolex, donc il y a eu déjà le régional de tennis pendant 2 ou 3 ans. Et puis après, on a donc la section foot à l'USM. On a une nouvelle section aussi rugby sur le club de la Motte et la section sur le basket. Donc effectivement, c'est une belle terre de jeu. Effectivement, il y a plein de disciplines qui s'ouvrent au sport adapté. Alors, Sophie, parlez-nous un petit peu de l'importance de cette promotion du sport adapté. Déjà, pourquoi ça vous tient à cœur personnellement ? Alors moi, il faut savoir que j'ai été éducatrice donc en ESAT, en établissement en structure adaptée pendant 15 ans. Donc voilà, c'était un public que je connaissais bien sur le plan professionnel. Et puis du coup, voilà, le plan professionnel m'a amené vers d'autres horizons et j'ai un petit peu laissé ce public de côté et j'avais besoin de renouer des liens avec eux. Et c'est tout naturellement que voilà, j'ai rejoint Jérôme dans cette aventure et qui est complètement complémentaire à mon travail. Donc déjà, ça me tenait à cœur au niveau personnel et puis toute la richesse que ça peut apporter donc de soutenir un tel projet au quotidien. Moi, je me posais une petite question. Quel est l'impact en fait que vous ou de façon plus générale on attend d'un événement comme ça sur la communauté locale en termes de sensibilisation, d'inclusion et de développement justement du sport pour les personnes en situation de handicap ? Alors il y a plusieurs vecteurs. Il y a le vecteur de l'inclusion. On a un vecteur sur l'égalité des chances. Et en fait, à travers l'activité sportive, on est sur un champ très large. Donc au niveau des bienfaits physiques, mentaux, on développe des compétences, on développe un esprit d'équipe. On est sur une sensibilisation, un changement de perception du regard aussi des personnes en situation de handicap en sport. On renforce le tissu social. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de vecteurs qui font que on a une pratique, j'allais dire commune, mais avec un public différent. Donc on essaye un petit peu de casser les stéréotypes et puis de montrer un petit peu que un club lambda, le club de la Motte en fait, peut proposer une pratique différente et de faire un bel événement au travers du handicap. Bah oui, mais c'est clair. Et puis moi j'avais une petite question pour être vraiment sur la communauté locale. Est-ce que justement vous avez l'intention, est-ce que vous espérez que ça puisse éveiller des vocations, que ça puisse, inciter des enfants, ou des plus grands en situation de handicap à s'intéresser au sport adapté, au futsal en particulier ou à d'autres disciplines ? Alors complètement, parce qu'en fait on a fait un événement il y a
3 ans, on a organisé un match amical, tout simplement un match amical contre Chambot, et on en a fait un événement vraiment phare sur la mode Servolex. Et du coup, il y a nos amis sportifs à côté, le club de rugby à côté. Le président est venu nous voir en disant mais c'est vraiment génial cet événement que vous avez fait, et nous voilà, dans notre prochaine assemblée générale, on aimerait bien organiser aussi une petite section sur le rugby adapté. Et de fil en aiguille, voilà, peut-être 2 ans après, ils ont, comme le disait Maïva tout à l'heure, ils ont créé une section rugby adapté. Donc voilà, c'est ce genre d'initiative qui fait que certains clubs pourront se dire pourquoi pas, nous aussi, on a les comités sport adaptés qui nous aident sur la partie administrative, financière. Nous, on a l'avantage d'être un club avec à peu près 80 bénévoles, et voilà, on pose pas la question. Quand on fait un événement comme ça, tout le monde est derrière nous. On a beaucoup de monde qui nous aide, donc c'est d'autant plus riche. Ah, mais c'est clair. Mais moi, j'avais après une petite question, parce qu'on en avait parlé en off avant l'émission, du rapport et du lien qu'il existe entre le handisport et le sport adapté. Je me tourne encore une fois vers vous, Maëva. Il est comment actuellement ce lien ici à l'échelle locale, en Savoie par exemple? Alors, il y a certaines actions où on travaille ensemble. Après, du coup, on est 2 fédérations qui fonctionnent de la même manière, mais pas tout à fait pour le même public. Donc le handisport, c'est vraiment pour la partie tout ce qui est handicap physique et sensoriel. Mmh. Et le sport adapté, c'est vraiment tout ce qui est handicap mental et psychique. D'accord. Et ce serait pas profitable et souhaitable justement qu'il y ait un rapprochement qui soit plus fort entre ces 2 fédérations, qu'il n'y ait plus vraiment de différence? Je sais pas, est-ce que c'est vraiment souhaitable ou est-ce que c'est mieux? Ce serait mieux? À l'avenir, ce serait bien. Comme ça, tous les types de handicap seraient tous inclus, on va dire. Et puis, au moins, tout le monde pourrait participer aussi aux Jeux paralympiques, parce que pour l'instant, nos publics ne peuvent pas forcément participer. Ils sont pas inclus sur cette compétition, et c'est vrai que ça leur tient à cœur. Ils ont aussi envie de participer aux Jeux olympiques, comme ils diraient, parce que ils ont aussi droit de défendre les couleurs de leur pays. Et c'est vrai que ça manque, donc on espère qu'un jour ça revienne. Oui, effectivement. Et je voudrais aussi avoir l'opinion et puis l'œil de l'Union sportive Mautraine sur ce sujet. Je sais pas qui veut s'en charger. Alors, on a l'avantage aussi d'avoir une bonne connaissance au niveau local. On est très proche de la ville de Chambéry, en particulier de Jean-François Bécu, qui est adjoint au sport à la ville de Chambéry. Et l'année dernière, voilà, nous a aidé à mettre en place ce tournoi avec la mise à disposition du gymnase Jean Jaurès. Et donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup aussi sur l'intégration des personnes en situation de handicap à travers le sport. Donc que ce soit sur le sport adapté ou que ce soit sur le handisport. Donc la ville de Chambéry, l'agglo, réfléchit justement à la mutualisation, que ce soit des moyens, que ce soit des infrastructures. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va pouvoir nous aider aussi à avancer sur le public et pas que sur le sport adapté ou le handisport. Et justement, donc pour en revenir à ce tournoi, on a dit tout à l'heure, si je me trompe pas, qu'il accueillera 10 équipes, c'est ça? 15, 10 15, super, vas-y. C'est encore mieux. D'où viennent ces équipes? Comment on constitue une équipe? Combien il y a de joueurs? Alors en fait, ça vient d'un petit peu de tous les horizons. Donc on a Chambot, on a Annecy, on a une équipe de Villefranche-sur-Saône, on a plusieurs équipes de Saint-Étienne, on a donc la mode Servolex et on en a un petit peu dans le budget sur Belay. Donc c'est comme le disait Jérôme tout à l'heure, on a des équipes avec des niveaux différents. Donc c'est pour ça que, par exemple, sur l'équipe de Saint-Étienne, il y a 3 équipes avec 3 niveaux différents. Donc c'est 15 équipes au total, mais avec 8 clubs différents. D'accord. Et donc du coup, le futsal en soi, après qu'on reparle de la discipline en elle-même, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu c'est quoi le principe et est-ce qu'il y a des différences ou pas avec cette pratique dans le sport adapté justement? Alors, la seule différence qu'on va avoir,
c'est déjà qu'on joue en intérieur et puis qu'on a des règles qui diffèrent un petit peu du foot en extérieur et notamment sur terrain en herbe. À savoir qu'on est sur des équipes de 4 joueurs terrain plus un gardien. On est sur des matchs de 12 minutes. Avec des règles qu'on va rappeler aux joueurs dès l'entrée du tournoi, puisqu'elles sont légèrement différentes effectivement du foot sur gazon. D'accord. Est-ce que justement il est important pour vous cet appui de la mairie de Chambéry et puis des élus locaux sur l'organisation de ce genre d'événement ? Alors, on a besoin de tout le monde sur ce type d'événement, que ce soit pour les structures, notamment la Halle Parpillon. Si on n'a pas le soutien de la mairie, il est très difficile d'organiser ce type de tournoi. Du coup, on remercie Luc Berthoud et toute son équipe de nous avoir mis à disposition la Halle Parpillon, puisque l'année dernière, on était sur Chambéry. On remercie la ville de Chambéry, mais ça nous tenait à cœur cette année d'organiser cet événement sur la ville de la Motte-Servolex et on s'y est pris bien en amont cet été, justement, pour avoir une réponse et pouvoir accueillir toutes nos équipes sur la Motte, sur le gymnase qui est juste à côté du club. Puis l'idée aussi, c'est de pouvoir créer un événement phare, en fait. Donc, c'est de pouvoir créer un tournoi récurrent où toutes les années, on pourra accueillir de plus en plus d'équipes, peut-être changer la formule, peut-être fonctionner sur plusieurs gymnases. En fait, on veut vraiment que ce tournoi il devienne grand. Donc voilà. D'accord. Et je me tourne une nouvelle fois vers Maëva. Est-ce que vous avez au comité de sport adapté de Savoie un petit peu des idées ou tout du moins des envies de développement pour l'avenir de ce genre d'événement ? Et puis parlons de cette journée-là de façon spécifique. Est-ce qu'il y a des projets qui sont déjà mis en place pour les futures années ? Sur le futsal ou sur toute... Sur la journée de futsal, de para-futsal. Sur la journée de futsal, comme le disaient Jérôme et Sophie, l'idée c'est de pérenniser l'événement et qu'il soit encore plus gros chaque année, qu'on accueille encore plus d'équipes et que justement la pratique du futsal en sport adapté se développe sur le territoire. Pour l'instant, on a beaucoup d'équipes en foot adaptées, mais pas beaucoup en futsal. D'accord. Donc justement, l'idée c'est vraiment de développer ces sections futsal et que par la suite, le tournoi régional amical en tout cas se pérennise et pourquoi pas petit à petit avoir aussi un volet beaucoup plus compétitif pour ceux qui souhaitent accéder jusqu'au championnat de France sport adapté. Très bien. Est-ce que justement, on parle de championnat de France de sport adapté, est-ce que l'Union sportive Motrennes a des volontés de se développer jusqu'à y participer ? On était en réflexion et aujourd'hui, actuellement, pas pour l'instant. On préfère rester sur ce type de fonctionnement où on est capacité de pouvoir créer des choses et c'est ce qui nous plaît nous. Faire des kilomètres notamment avec les joueurs pour aller jouer à des endroits un peu au fin fond de la France entre guillemets, c'est compliqué pour nous. Maintenant l'idée si on peut toujours être dans cette création pour créer ce type de tournoi, nous ça nous convient totalement et les joueurs aussi, donc on va plutôt rester sur ce type de formule qui nous convient très bien. Après, on est un club très familial, donc en fait, on crée du lien déjà sur notre section. Et par exemple, hier, lors de l'entraînement, on a mis en place en fait une séance d'ostéopathie. Donc, on a fait venir une école d'ostéopathie de Lyon avec des étudiants en dernière année qui ont manipulé nos jeunes. Donc voilà, on essaye de leur proposer des activités et de renforcer ce lien aussi avec le local. On a participé à un match de handball. Enfin voilà, on fait plein de choses sur le plan local, mais avec notre session et pas forcément dans la compétition sportive. C'est pas ce qu'on recherche. Ok, très bien. Écoutez, pour moi, ce sera tout. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter pour terminer. Qu'on vous attend nombreux dimanche pour supporter nos deux équipes de la Motte. Eh bien écoutez, le message est passé. Venez nombreux pour cette belle journée de para-futsal adapté. Et moi, je vous remercie en tout cas d'être venu. Merci à Maëva qui est en plateau avec nous, qui a fait le déplacement. Merci à vous. Merci beaucoup également à Sophie et à Jérôme de l'Union sportive Motrennes. Merci beaucoup. Et puis écoutez... plein de réussite pour vous dans l'avenir et pour ce bel événement que vous nous avez présenté ce soir. Et puis au plaisir de vous retrouver une nouvelle fois dans l'émission pour parler d'autres projets et voilà, d'autres projets futurs intéressants. Et merci à vous pour votre belle initiative. C'est vraiment super. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Et bien écoutez,
C'était une grosse page sport adapté. On n'avait pas encore parlé de ce genre de problématique, mais je trouve que c'était important quand même de s'y attarder. Puis encore une fois, c'est super local, donc c'est important, je trouve, d'en parler. On va faire une petite pause musicale et puis on va se retrouver tout de suite sur les antennes de Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. De retour sur les antennes de Radio Grand Lac, on a fini avec une page sport adaptée juste avant. On a reçu notamment Sophie Hauser et l'Union Sportive Mautraine pour ce magnifique événement qui aura lieu, cette journée de parafutsal adapté. Je sais pas ce que tu en as pensé, Laurine, mais franchement, c'était super intéressant d'entendre cette belle initiative et le fait d'accueillir ces clubs qui viennent de partout dans la région. Tout à fait, c'est vrai que le sport adapté, de façon générale, on n'en entend pas vraiment parler. Donc c'est vrai que le mettre en avant, moi je trouve que c'est une belle initiative. Exactement. Et bien on va poursuivre cette belle émission avec du ski et du biathlon. Et pour cela, on accueille Cyril Clérat, entraîneur principal du ski club de Pesse et Valandry. Bonsoir Cyril, comment allez-vous ? Bonsoir, bien et vous ? Très très bien. Écoutez, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir, de vous être libéré. On avait également souhaité vous avoir pour parler de votre club de biathlon, parce qu'on n'avait pas encore eu l'occasion d'en parler dans l'émission, mais surtout pour parler également de Éric Perrault, qui est originaire de votre club et qui aujourd'hui performe avec l'équipe de France de biathlon. Voilà, exactement. On va commencer sur le club. Moi, j'aurais voulu savoir tout premièrement, comment est-ce qu'il s'organise un peu votre club ? C'est quoi les différentes sections que vous avez ? Qu'est-ce que vous proposez concrètement ? C'est un ski club avec 3 sections, et justement pour faire écho avec ce dont vous parliez juste avant. Donc on a une section alpine. Voilà, c'est vrai que en Haute-Tarentaise, donc au-delà de la ville de Moutier, quand on rentre sur la vallée avec les stations des Arcs, La Plagne, Val d'Isère, et Tignes, il y a Pesse et Valandry au milieu de tout ça, et donc au milieu des stations alpines, forcément le nordique est un petit peu esselé, donc on est le seul club de Haute-Tarentaise avec une section nordique en plus de la section alpine, et depuis quelques années on accueille aussi une section handisport justement, qui performe sacrément bien d'ailleurs, au niveau national, ouais. Donc c'est cool. Donc 3 sections au niveau du club. Le club a un peu plus de 100 ans maintenant. On a fait les 100 ans il y a 4 ans. Donc voilà, ça bouge bien. Super, oui, effectivement, du coup, ça fait écho à notre sujet juste avant. Vous nous dites que le club, il a 100 ans, plus de 100 ans. Est-ce que vous pouvez justement nous parler un petit peu de l'aspect historique du club ? Comment est-ce que ça a commencé à Pesse et Valandry ? Est-ce que vous savez ? En fait, si on se replonge un peu dans les archives, c'était une des stations pionnières. Il y a un vieux on va dire téléski. C'était marrant quand on voit les vieilles photos. Il y avait un seul siège. C'était un téléski avec un télésiège inclus. Il y avait un siège, et 1 sur 2, il y avait aussi une perche pour monter. Et c'était une des premières remontées mécaniques de France même. Et du coup, tout doucement, c'est né comme ça. Après, bien sûr, c'était des foyers de ski de fond, jusqu'au moment où tout s'est regroupé en club. Donc en fait, c'est vraiment historique tout ça. Et moi, ça fait maintenant 26 ans que je suis entraîneur au club. Donc ça date un petit peu, ouais. Et justement, je rebondis. Comment s'organisent les entraînements ? Quels sont les aspects clés que vous enseignez à vos athlètes ? On parle justement d'athlètes, et on essaye avant tout de faire des athlètes avant d'en faire des skieurs purs. C'est très très important d'avoir des jeunes complets, vraiment. Donc on diversifie au maximum les entraînements. Nous, c'est les skieurs, c'est 8 mois d'entraînement pour 4 mois de compétition l'hiver. Donc c'est un entraînement vraiment très très divers et varié. Nous, en ski de fond et biathlon, il y a beaucoup de ski à roulettes, de marche en montagne, de course à pied, de VTT, de vélo de route, de renforcement musculaire, de roller. On fait aussi des stages l'été au bord de l'océan, courir dans le sable. C'est vraiment très très divers. Et puis tout doucement, dès qu'on arrive l'automne, on spécifie un petit peu plus l'entraînement avec vraiment ski à roulettes, course à pied, et puis tout doucement le ski qui arrive avec les premières neiges. D'accord. Voilà. Et vous avez quelle tranche d'âge justement dans votre club en élèves et en athlètes ?
Et ben nos plus jeunes, on a un groupe de 6-7 ans qui fait ski de fond et ski alpin. On les propose vraiment les deux activités parce que les deux activités à cet âge-là sont très complémentaires et l'un apporte à l'autre, donc c'est très bien. Et après, à partir de 8 ans, ils choisissent une discipline. Et donc de 6 ans et puis là jusqu'à Eric. Contrairement au grand club qui est au-dessus du lac, je pense au Revard et à la Fécla, on n'a pas de section adulte. On y pense, mais c'est vrai que le nerf de la guerre, c'est les finances et pour l'instant, on peut pas financer de coach pour encadrer les adultes. Donc pour l'instant, ça s'arrête à Eric. Voilà. D'accord. Ok, je comprends. En termes d'effectifs, vous êtes comment justement ? Voilà, moi j'ai pris le club en 98, il y avait 15 jeunes, on est monté jusqu'à 50 et puis là on en a une quarantaine. Donc c'est pas mal. On n'est pas sur la quantité, on est sur la qualité à Pézet-Valandry. Ouais, c'est ce que je vois. C'est quand même une super progression dans ce laps de temps-là, effectivement. Est-ce que justement vous trouvez ça comment vous jugez justement aujourd'hui l'attrait que représente le ski nordique auprès des jeunes et tout ça ? On a sur notre bassin et puis c'est vrai que le scolaire tire beaucoup le parapluie, comme on dit, à niveau sécurité. Donc toutes les écoles viennent un peu plus facilement sur le nordique par rapport à l'alpin, qui est un petit peu plus risqué, on va dire, dans le cadre scolaire. Du coup, on a toutes les écoles des vallées en dessous de chez nous qui viennent sur le nordique. Donc voilà, ça fait voir autre chose. Les enfants aiment, voilà, ils découvrent et puis ils aiment ça. Il y a forcément cet attrait du biathlon, hein. On voit beaucoup de petits jeunes qui viennent un petit peu pour faire comme Eric, comme les plus grands, comme Martin avant lui. Et voilà, donc il y a un petit peu ça. Mais il y a un petit peu le Covid. Certains jeunes ont découvert aussi le nordique l'année où les stations de ski étaient fermées. Donc voilà, on en a eu quelques-uns aussi comme ça. Ah, c'est intéressant ça. Mais voilà, c'est intéressant, ouais. Autant des jeunes que des clients. On retrouve aussi des clients l'hiver qui ont découvert le ski nordique ces années-là et qui du coup reviennent parce que ça leur a plu, tout simplement. Et justement, en termes de domaine nordique, vous avez quoi en espace à Pézet-Valandry ? Nous, on a une quarantaine de kilomètres de piste, donc dans une vallée un peu encaissée, donc jusqu'à une semaine et demie, 2 semaines, début février, on n'avait pas le soleil. Donc on est réputé pour être assez froid, mais l'avantage c'est que ça garde bien la neige. Ah oui, donc, ça c'est sûr. Jusqu'aux pluies d'aujourd'hui, les conditions étaient encore super bonnes. Ah oui. Et contrairement au Jura ou d'autres régions où là c'est très très compliqué, je voyais encore la Chamonix qui viennent de fermer leur piste aujourd'hui. Et nous on sait skier encore parce que on a cette petite couche de neige qui est tombée et qui est restée grâce au froid. Donc voilà, un beau domaine. D'accord. Et en termes de projets pour votre club, sur quoi est-ce que vous travaillez actuellement ? Est-ce qu'il y a des projets futurs de développement qui sont en cours ? Parlez-nous un petit peu de l'avenir. Les projets, c'est vrai que j'avais mis en pause pendant 2 ans l'organisation de compétitions. J'ai repris ça l'année dernière, d'organiser des compétitions nationales de biathlon notamment. Donc on a fait une l'année dernière, une cette année, ça se déroule super bien et c'est vrai que vu que justement on est un petit peu haut en altitude, à 1450 mètres, et ça permet au circuit national de compter sur un site qui a de la neige. Donc c'est de développer encore un peu les compétitions, fond et biathlon. Et de ce fait, on se penche un petit peu avec la municipalité de Pézet-en-Croix pour développer encore le pas de tir et l'améliorer parce qu'il y a des normes à respecter et voilà, il faut le remettre un petit peu aux normes, notre pas de tir, pour qu'Eric et puis Justine Brezaia aussi, qui s'entraînent sur le site, puissent bien s'entraîner pour les Jeux Olympiques de 2026. Ah, mais c'est clair. Voilà. Tout à l'heure, on parlait d'entraînement physique. Bon, on sait aussi que le mental est très important, notamment quand on fait du sport en haut niveau. Moi, je me demandais quelles sont les qualités physiques et mentales, du coup, que selon vous, qui sont les plus importantes pour réussir, notamment en biathlon. En biathlon, il faut déjà avoir un esprit joueur.
Voilà, il faut être un joueur parce que si quand on arrive au pas de tir et qu'on loupe une cible, on commence tout de suite déjà à vriller mentalement, comme on dit. C'est pas possible. Donc en fait, il faut jouer et puis voilà. Des jours ça marche, des jours ça marche pas. Un qui est très très fort pour ça, c'est Eric justement. Il a vraiment cet esprit-là. Sur les championnats du monde qui ont lieu la semaine dernière, là, sur l'individuel, il loupe les 2 premières cibles, donc il se prend déjà 2 minutes de pénalité, et malgré ça, il repart, il s'accroche, et il finit quand même 8e. Donc, voilà, c'est avant tout être joueur. C'est avant tout être joueur, et puis ensuite, c'est beaucoup de travail, énormément de travail, parce qu'en fait, le biathlon, ça demande l'entraînement du ski de fond, l'implication du ski de fond, et là-dessus on rajoute en plus du tir avec l'aspect mental qui est très 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 important dans le tir. Donc voilà, faut savoir ce qu'on veut en biathlon. On n'y va pas au début, on y va parce que c'est très ludique, le tir, tout le monde aime faire du tir, mais le composer avec le physique, c'est très 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 difficile. Moi justement, la transition elle est toute trouvée vers le fait de parler un petit peu d'Éric Perrault. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, au ski club de Pézé-Valandry, de le voir performer comme ça à l'international et puis d'être en équipe de France, tout simplement? Alors nous, c'est une très très grande fierté, bien sûr. Je pense que tout entraîneur serait fier de ça, et d'autant plus en ce qui me concerne, parce que Eric est vraiment un gars en or. C'est pas parce que je l'entraîne depuis toutes ces années que je dis ça. Pour vous donner un exemple, hier, ça fait un jour qu'il est rentré des championnats du monde. Hier, il est arrivé au pas de tir et il était avec un tout jeune du club. Il est allé le chercher. Ils sont venus faire une séance tous les deux comme ça pour le plaisir. Il a encore ce contact avec le ski club qui est super important. L'échange, il est vraiment dans l'échange avec les jeunes. C'est vraiment un gars en or. Il a mis le temps à performer parce qu'il était assez petit toutes les années collège. Au tout début du lycée, il avait un petit gabarit. On le voit encore par rapport au physique de certains biathlètes, il est encore un peu frêle, comme on dit. Mais par contre, ça n'empêche pas d'être efficace parce qu'il est dans les meilleurs temps de ski. Mais voilà, il a mis le temps à performer. Et une fois qu'il s'est mis à performer, par contre, il a une progression vraiment très 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 régulière. Donc c'est parfait. Et oui, c'est très fier et surtout parce que c'est un super gars. Voilà. Ça, on veut bien vous croire, mais c'est sympa d'apprendre un petit peu justement qu'il a toujours ce contact avec le club, qu'il emmène des jeunes à faire des séances avec lui. Comment il était, vous qui l'avez entraîné quand il était plus jeune justement, c'était quel genre d'élève, Éric Perrault? Déjà très pro petit. Il skiait déjà très 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 bien, très appliqué. Et sous son aspect super joueur, on peut dire aussi que je pense que je prenais l'exemple de l'individuel où il a fait des fautes et où derrière il s'est repris. On l'appelait aussi le rageux parce que oui, il aime jouer, mais il n'aime pas perdre. Donc il s'accrochera jusqu'au bout pour ne pas perdre. Et je pense que ça, c'est une qualité. Et voilà, donc le petit rageux, il est devenu grand et il performe bien. Et voilà, c'est beau de le voir comme ça. Et justement, qu'est-ce qui lui manquerait pour les viser un petit peu plus haut et j'allais jouer, je sais pas moi, les victoires ou plus de podiums en tout cas en biathlon? Il lui manque quasiment rien. Là, les temps de ski, avec les temps de ski qu'il a, il pourrait déjà faire des podiums. Il en a fait un d'ailleurs l'année dernière à Östersund, sur une Mastart, la dernière de la saison. Il lui manque rien. Là, ce qui lui a manqué sur ces championnats du monde, c'est une balle de trop. Voilà, une balle de trop un coup, une balle de trop un autre coup. C'est le biathlon. Voilà, une faute de trop qui a fait que, du coup, il est fait quand même 4e du sprint, qui est quand même super. Il nous ramène 2 médailles dans un titre de champion du monde sur le relais mixte avec les collègues de l'équipe de France. Donc il fait des très beaux mondiaux et ça se joue à une balle, mais bon pour tous. Non, mais c'est clair. Tous les biathlètes, ils en sortent une de moins. Souvent, ils sont devant. Donc c'est juste ça, poser, arriver à mettre son tir. On peut prendre exemple un peu sur Justine Gréza, championne du monde de la Mastart là. Elle fait son 20 sur 20 ce jour-là et elle était imbattable. Eric, il aurait fait un 20 sur 20, je sais pas, un individuel, sûrement il gagnait. Ah, mais c'est clair. Donc il manque pas grand-chose. Après, il est en pleine progression et comme je disais un peu avant, l'essentiel c'est d'évoluer et de continuer la progression, pas d'avoir de coup d'arrêt. Donc c'est bien. Et continue comme ça.
Ouais, c'est clair. Et puis ce relais mix justement qu'ils ont vécu il y a quelques semaines avec l'équipe de France, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu sur cette épreuve particulière? Qu'est-ce qui a fait justement que ça a bien marché pour lui et puis pour ses homologues français et françaises? Eric est jugé sur la Coupe du Monde comme un des meilleurs relayeurs. C'est un vrai team player. Voilà, un vrai relayeur parce que en fait dans le relais, voilà, pour ceux qui sont pas connaisseurs, les athlètes ont 5 balles pour tirer les 5 cibles et dans les relais ils ont le droit à 3 balles supplémentaires. C'est un petit peu des 3 jokers en plus et le fait d'avoir ces jokers en plus libère souvent les athlètes un petit peu sur le tir. Et du coup, lui, il arrive à se libérer un peu plus et souvent il fait des tirs en relais qu'il n'arrive pas à faire sur les courses individuelles. Et là, lui, ça s'est pas forcément super bien passé sur ce relais mix, mais par contre, avec son ski qui est assez exceptionnel, et il ramène le relais dans le groupe de tête avec les autres. Donc il a fait sa part. Et ensuite, quant à Fillon-Maillet et forcément Justine et Julia ont juste clos le débat. en gagnant tout, donc voilà, c'est super. Ils sont tous ramenés devant, donc voilà. Au moins, il a rempli son contrat de ramener le relais devant et de pas perdre de temps. C'est déjà surtout ça quand on est premier relayeur, c'est au moins de ramener avec tous les autres. Ah, c'est clair. C'est quoi justement votre regard, vous, sur cette équipe de France et ses résultats? Vous la voyez comment, en fait? Vous la jugez comment actuellement? Je pense comme beaucoup de monde, quand on voit l'équipe de France, notamment féminine, elles vivent un rêve. Hein. C'est juste assez grandiose ce qu'elles ont fait. Mais bon, il y a énormément de travail derrière. Hein. Moi, j'ai côtoyé un petit peu leur coach, ce qu'on a exactement le même âge, Cyril Burdet, qui était entraîneur des sprinteurs avant les filles du biathlon. Et voilà, c'est un superbe entraîneur et il fait du très bon boulot. Sur Pézet-Valandry, on a aussi Jean-Paul Giacchino, qui est originaire du village, voilà, qui est entraîneur du tir des filles justement. Donc voilà, c'est vraiment un rêve. Elles ont vécu quelque chose de bien avec beaucoup de travail derrière. Un super niveau, je pense qu'il y a ça pousse aussi derrière. On voit des filles sur le circuit B, l'IBU Cup, qui pourraient être à la place de certaines de l'équipe A. Donc ça pousse aussi les filles de l'équipe A à rien lâcher. Donc il y a vraiment un gros niveau chez les filles. Il y a un peu moins de densité chez les hommes, mais si on regarde leur temps de ski à tous les gars là, les Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin, Eric et puis Fabien Claude, les temps de ski sont très 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 bons depuis le début de saison. Et c'est juste le tir où ça pêche un petit peu. Donc voilà, ils travaillent pour tirer vite. Voilà, je suis pas forcément d'accord avec ça. Je pense qu'il vaut mieux perdre une seconde et mettre la cible qu'en gagner 2, mais en fait, en voulant en gagner 2, on en perd 28 sur la note pénalité, quoi. Ouais, après, c'est très personnel. Ouais, non, mais voilà, il leur manque juste un petit peu de réussite au tir. Voilà, le jour où ils arriveront à avoir cette réussite. Et Quentin l'a très bien fait, notamment sur le relais simple mixte avec Lou Jamono, là, sur les derniers tirs avec Jonas Beu, c'était magnifique à voir. Il avait retrouvé son debout qu'il avait lors des Jeux Olympiques et cette saison de fou, il gagne des globes de cristal. Donc voilà, c'est juste leur tir qui leur manque aux gars, parce que sinon ils ont au niveau du ski ils sont devant et avec les Norvégiens ils ont rien à leur envier, quoi. Bonjour Cyril, j'avais une petite question pour vous. Oui. Par rapport j'ai toujours été très épaté par les coureurs avec leur lucidité. Ils sont vraiment très précis sur les séances de tir. Est-ce que vous avez un travail spécifique par rapport à ça? Parce que je trouve les coureurs très précis avec des gros efforts juste avant et des fois je les vois rater aucune cible sur un parcours de plus d'une heure. Donc est-ce que vous avez un travail spécifique que vous faites à vos coureurs, à vos athlètes? Spécifique, pas forcément. C'est énormément de travail, surtout c'est entre 15 et 20 000 cartouches d'entraînement par an pour ces athlètes, et c'est du rabâchage en fait, hein. C'est vraiment du travail au quotidien, du travail aussi en dehors du pas de tir, énormément de travail en chambre, ce qu'on appelle des coups à sec. Donc en fait, une séance en chambre de 20 minutes, ça équivaut presque à 2 ou 3 séances sur un pas de tir. Donc ce travail est très 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 important, c'est pour travailler les automatismes, l'arrivée, justement le placement. Pour arriver à être serein derrière sa carabine, il faut déjà bien être positionné, et tout ce travail il se fait en amont, pas que sur le pas de tir et aussi à côté.
Donc non, c'est vraiment beaucoup de travail. Et on voit que malgré tout ça, la sérénité, elle est pas tout le temps là. Justine Breza, sur son dernier tir debout des championnats du monde, le Mastart, on voit qu'elle lutte vraiment avec sa carabine pour mettre le 20 sur 20, et elle l'a mis, mais c'était pas aussi serein que ça. Moins qu'une Julia Simon, ouais, quand on la voit sur le debout, c'est assez impressionnant, ouais. C'est assez impressionnant. Et justement, Oui, dites-moi. Non, allez-y, finissez. Bon, j'ai fini. Super. Non, mais vous me parlez de Julia Simon, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que justement ce gros globe de cristal qu'elle l'emporte pour la première fois l'année dernière, ça a eu l'effet d'un déclic un petit peu dans le biathlon français depuis les grandes victoires et la domination de Martin Fourcade? Je sais pas. En tout cas, c'est sûr que d'avoir une leader comme ça, ça donne aussi des idées aux autres. Et si on regarde les compétitions d'été, parce que nous en biathlon, on a la chance d'avoir un circuit d'été aussi avec le ski à roulettes, ce que ne peut pas avoir les Alpins, par exemple. Sur les courses d'été qui ont eu lieu, pas trop loin de chez vous, à la Fécla notamment, on voit que devant, sur les 5 premières, les filles de l'équipage, elles n'y étaient pas toutes. Il y avait une fille des Bauges qui est pas loin de chez vous, Océane Michelon qui était devant, une d'Arèche Beaufort aussi qui était devant, et du coup ça pousse toutes ces filles-là, elles sont devant sur les courses d'été, elles se disent tiens, je suis devant une Julia Simon, elle a gagné le gros globe, en fait je suis capable de. Et s'il y a cette émulation chez les filles, c'est parce qu'aussi le fait que Julia a gagné son globe, ça entraîne tout le monde vers l'avant en fait. Ça donne des idées, c'est sûr. Au moins une grosse dynamique et puis une envie de bien faire et de marcher un peu dans ses pas, ça c'est clair. Ouais, écoutez, exactement. Moi j'ai fini. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, c'est tout bon. Écoutez, merci beaucoup Cyril, c'était super intéressant de discuter avec vous, et puis c'est vrai que là, grâce à votre expérience et puis à on a un peu eu d'insight justement par rapport à Eric, donc c'était super intéressant. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir, et puis à l'occasion, on reviendra vers vous, et vous n'hésitez pas si jamais il y a des belles informations, des beaux événements à venir au ski club de Pézé-Valandry. Avec plaisir, merci à vous pour l'invitation en tout cas. Merci, bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Et écoutez, on va se faire une dernière petite pause musicale et puis on reviendra pour les chroniques. On se retrouve tout de suite. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. De retour sur les antennes de Radio Grand Lac pour cette dernière partie de l'émission 9-2 Partez. Et comme d'habitude, on va finir par les traditionnelles chroniques. Et on va commencer avec toi, Justine. Pour débuter, tu voulais nous parler d'escalade en bloc avec des médailles chambériennes au championnat de France, c'est ça? C'est bien ça, notre grimpeuse venant tout droit de Saint-Alban-l'Hesse, Naïlé Maignan, remporte une belle place sur la dernière marche du podium lors des championnats de France à Valence ce week-end. Elle se place derrière Zélia Vézou et Oriane Berton qui conservent son titre depuis 2019. Et notre chambérienne signe donc un retour impressionnant puisque depuis une blessure au genou il y a 2 ans, elle a repris la compétition seulement depuis le mois dernier où elle a remporté le sélectif national de l'équipe de France pour filer ensuite en Coupe d'Europe. C'est un retour qui nous promet d'aller un peu plus loin sur la durée, donc ça fait plaisir à voir. Et puis on peut dire que Chambéry Escalade s'est accroché aux 3e place puisque notre vice-champion du monde Mejdi Schalk décroche lui aussi la médaille de bronze derrière Michael Mawem et Quito Martini qui lui a créé la surprise pour le coup. Et c'était un très beau week-end de grimpe. On espère que ça va continuer comme ça pour nos Chambériens, notamment avec la participation de Mejdi et Paul Gemft au JO cet été. Donc voilà, c'est cool. C'est clair que là on va les retrouver à la télévision pour on espère de très belles performances, pourquoi pas des médailles. Allez, soyons fous, rêvons un peu. Tu voulais également nous présenter un super événement local, il me semble que ça s'appelle les Winter Ski Games. C'est ça, cette semaine c'était une semaine sous le signe des sports de glisse et de montagne puisque depuis dimanche dernier ont lieu les Winter Ski Games à la station des Carélis. C'est une compétition ouverte à tous et à toutes, et au programme on a pu y voir du border cross, du biathlon, du ski de vitesse mais aussi du slalom. Et demain ont lieu les podiums et la cérémonie de clôture, mais ne vous inquiétez pas, si vous nous entendez et que vous auriez aimé y participer, c'est encore possible puisqu'une 2e édition a lieu du 4 au 8 mars 2024. Et oui, du 4 au 8 mars, vous aurez une nouvelle occasion, comme ça,
n'ayez pas peur, vous pouvez également le faire une seconde fois. Et pour terminer, tu voulais nous parler des Roxy Ride Days organisés par une championne locale, Tess Le 2. Et en fait, c'est surtout un événement 100% féminin. Oui, c'est un événement qui va ravir nos auditrices passionnées de ski freeride, puisque c'est donc, comme tu l'as dit, une journée 100% féminine qui aura lieu dimanche, le 3 mars, à La Plagne. Une journée de partage aux côtés de Tess Le 2, la jeune prodige de 22 ans, vice-championne olympique qui revient d'un doublé plutôt historique aux X Games. Et son deuxième, si je peux me permettre. C'est son deuxième. Donc c'est vraiment une grosse performance. Et toutes les femmes partantes peuvent s'inscrire pour aller rider avec Tess et recevoir des précieux conseils de la jeune Savoyarde. Mais si vous n'êtes pas à l'aise sur des skis, ne vous en faites pas, il est aussi possible de venir en tant que spectateur. Et pour passer ce moment de partage avec la championne, c'est donc dimanche de 10h à 15h à La Plagne, et plus précisément à Montchavin-les-Coches. Donc encore un très beau programme hivernal qui nous attend sur les prochaines semaines. Donc voilà. Exactement, non mais t'as raison, c'est vrai et puis c'est super important que ce genre d'événement puisse s'organiser dans nos stations locales avec une championne tellement connue et internationalement connue comme Tess Le 2 qui continue à ravir nos fans de ski freestyle. Et puis merci beaucoup Justine pour cette chronique. On va passer avec toi Driss, tu voulais tout d'abord nous parler de football local, il me semble que c'est Annecy pour commencer dont tu voulais nous parler. Exactement, on commence avec encore des mauvaises nouvelles pour le FC Annecy. On est sur encore une défaite ce week-end. Malheureusement. Donc ça commence à faire énormément. Contre Auxerre, donc c'est assez logique. Mais Concarneau, non, c'est vraiment problématique parce que c'est un candidat direct à notre maintien et malheureusement ça fait beaucoup. On se retrouve 19e de Ligue 2. On est la 18e défense de Ligue 2, donc avec 36 buts encaissés, donc ça commence à faire beaucoup pour nos Annéciens et on espère qu'ils vont se réveiller parce que la saison n'est pas terminée. On a aussi Laurent Guyot qui est en danger pour son poste, malheureusement. On en avait parlé en tout début de championnat où il avait été conservé à son poste parce que ça avait été une personne qui est restée fidèle au club malgré les difficultés. Donc on pense très fort à lui. On espère qu'il va savoir redresser le club. Bah exactement. C'est lui qui porte le projet d'Annecy qui monte en Ligue 2 depuis maintenant un moment. Ce sera un petit choc quand même, quelque chose de terrible qu'il puisse quitter le club dans ces conditions, quoi. Il y a pas mal d'incohérences dans le jeu. C'est vrai qu'on a du mal à relier l'attaque à la défense. On est sur nos 2 derniers matchs, 5 buts encaissés pour 0 but inscrit. Donc ça se complique pour le FC Annecy. On sait que la Ligue 2 c'est le dernier palier de professionnels. Donc on croise les doigts pour qu'il reste justement dans cette Ligue 2. Surtout que ces dernières années, les effectifs se réduisent en Ligue 1 et Ligue 2, donc les places sont chères. Voilà. Plus de descente. Exactement. Maintenant, un petit mot du Chambéry-Savoie Football. Exactement. La dynamique est autre pour eux. Ils sont bien plus bonnes. Une victoire contre la réserve de Clermont. On sait que jouer contre des réserves, c'est intéressant parce que c'est des clubs professionnels. On sait que Clermont est en Ligue 1. Ça permet aussi aux joueurs de Chambéry de se faire voir et pourquoi pas avoir une opportunité. Donc ils sont sur 3 victoires sur leurs 5 derniers matchs, donc c'est plutôt bon. Toujours dans la lutte pour la montée en N2 à seulement 5 points du leader, donc on croise les doigts pour eux. Ouais, c'est une super dynamique. Encore bravo aux Chambériens. On leur souhaite de tout cœur de continuer comme ça. Et puis comme d'habitude, on finit avec un petit mot sur Aix. Exactement. Donc Aix toujours aussi dur. Les matchs se passent et se ressemblent pour eux. Défaite 3-4 face à la réserve de Grenoble. Là aussi, on montre une réserve. Ils sont 10e avec 8 points. Le prochain match, c'est le 3 mars à Saint-Genis. Il faut rien lâcher pour nos Aixois. On sait que la saison est encore longue. Mais elle aussi commence à être très problématique. Et oui, malheureusement pour nos Aixois, c'est un peu comme l'année dernière. C'est un peu compliqué de leur côté, mais bon, allez, on va croiser les doigts comme tu l'as dit, et on leur souhaite de se redresser. Un petit mot maintenant pour le handball de Chambéry, la team Chambé, comment elle performe, Driss ? Super bien, bonne reprise pour nos Chambériens sur 2 victoires, 4 en tout avant la coupure de cet hiver. La dernière contre Rennes d'1 point, et celle de Créteil aussi d'1 point, donc 2 victoires très serrées. Contre des candidats aussi du coup au play-off en fin de saison, donc on espère aussi une fin de saison remplie de bonnes intentions pour eux. Ils sont seulement 6e à 3 points des places européennes, donc ça reste très intéressant pour nos Chambériens et on continuera à les supporter dès ce week-end.
C'est bon pour la dynamique, c'est bon pour la confiance. C'est victoire à un point près. 2 fois de suite. Exactement, vraiment. Force de caractère, vraiment. Exactement. Ensuite, on enchaîne avec le hockey. La série de nos éléphants s'est stoppée samedi dernier face à Neuilly-sur-Marne. Donc, on était sur 9 victoires de suite pour nos Chambériens. Ils avaient bien encaissé leur élimination en demi-finale de Coupe de France, donc ça fait plaisir. Malheureusement, voilà, une petite série qui se finit. On espère qu'ils reprendront très vite une belle série de victoires. Eh ben, écoute, merci Driss. Merci à vous. On va avoir terminé cette émission, enfin. Franchement, c'était incroyable pour parler de sujets comme le sport adapté, parler de biathlon, d'un sujet qui est qui est vraiment beaucoup, dans l'actualité locale, notamment avec le club dont est originaire Éric Perrault. On a eu son entraîneur avec nous. C'est vrai que justement, je rebondis. Moi, je trouve ça super intéressant d'avoir le point de vue de l'entraîneur plutôt que de l'athlète. Franchement, on n'apprend pas les mêmes choses. C'est hyper enrichissant. Ah oui, et puis il nous dit des petits insights comme quoi il revient au club, il s'occupe de la jeunesse. C'est tout ce qu'on aime entendre et découvrir, en tout cas sur 9-2 Aparté. Moi, je vous remercie beaucoup. Et puis merci à toute l'équipe, encore une fois, qui est avec moi ce soir en plateau. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur cette nouvelle édition de 9-2 Aparté. On se retrouve dans 15 jours, même heure et même endroit. Bonne soirée à tous et à très vite sur les antennes de Radio Grand Lac. 24h sur 24, 7 jours sur 7. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Radio Grand Lac, votre radio.